L'avion aux couleurs du drapeau britannique vient de se poser sur le tarmac de l'aéroport de Berlin. 21 salves de canon résonnent pour saluer l'arrivée du couple royal. Le protocole est millimétré pour ce voyage historique, le premier déplacement à l'étranger de Charles III en tant que roi. C'est d'abord lui qui foule le tapis rouge. Et 3 pas derrière, comme le veut la règle, son épouse, la reine Camilla. L'ancienne amante, longtemps mal aimée des Britanniques, est accueillie avec les honneurs par le président allemand. Pour ce banquet d'État, Camilla a choisi sa tenue avec soin, une robe entièrement brodée de feuilles argentées, signée d'un couturier britannique. Une tiare des années 20, appartenant à la reine-mère. Autour de son cou, une rivière de diamants que portait Élisabeth II. Le portrait de la reine défunte est même accroché sur son épaule. Camilla a compris qu'elle était la vitrine, la représentante de l'institution monarchique, mais aussi du Royaume-Uni. Et donc, Camilla, qui n'avait pas forcément un goût très prononcé pour la mode, doit aujourd'hui être parfaitement habillée, avoir toujours une jolie toilette, de jolis bijoux, une jolie tiare. Et ça, c'est aussi son rôle de reine consort. Voilà des années qu'elle se prépare à ce rôle unique et fastueux. Qui aurait pu penser qu'elle deviendrait un jour reine d'Angleterre? Camilla, c'était la femme responsable de la mort de Diana. Camilla, c'était un homme déguisé en femme. Camilla, c'était le diable. Rappelez-vous, Camilla allant faire ses courses au supermarché, qui était poursuivie par des ménagères en caddie qui voulaient vraiment lui faire la peau. 53 ans d'un amour longtemps tumultueux et secret. C'est un roman vécu invraisemblable. On verrait ça au théâtre, qu'on ne serait pas surpris. Une relation adultère qui crée encore des remous dans la famille royale. Harry a été brutal envers sa belle-mère, plus dur envers Camilla, à la limite, qu'envers son père. De maîtresse honnie au couronnement royal, comment a-t-elle réussi cet incroyable retour en grâce? Elle va commencer à se maquiller. Elle va changer de coiffeur et avoir une nouvelle coiffure. Elle va aussi s'habiller différemment. Réussira-t-elle à faire survivre la monarchie dans une Angleterre en pleine crise sociale, où le faste royal est pointé du doigt? Il ne devrait pas y avoir de couronnement. C'est une mascarade. On n'en a pas besoin et cela va coûter 100 millions de livres. Au lieu d'un couronnement, on devrait avoir une élection. Quel rôle Camilla joue-t-elle auprès de Charles III? Elle rassure le roi. Charles l'a toujours dit, Camilla est une part non négociable de sa vie. C'est avec elle ou sans lui. C'est sa première sortie publique, seule, depuis l'accession au trône de son mari Charles III. Ce soir d'octobre 2022, la reine Camilla fait son entrée à la Roundhouse pour un événement mondain au cœur de Londres. Elle est invitée à remettre le Booker Prize, le plus prestigieux prix littéraire du monde anglophone. The winner of the 2022 Booker Prize is The Seven Moons of Mani Almeida. Et c'est avec une bise très peu protocolaire qu'elle félicite le lauréat, l'auteur sri-lankais Shehan Karunatilaka. On voit Camilla discuter avec tout le monde, avec toute l'Assemblée. Elle est plus accessible que le prince Charles ou que la reine Élisabeth II. Elle est plus sympathique. C'est une femme sympathique qui a de l'humour, qui rigole. Quand Élisabeth II rencontrait des invités lors d'événements, de réceptions officielles, tout était très millimétré. Élisabeth II posait 3 questions, toujours les mêmes, à un invité, puis passait à un autre invité, et ainsi de suite. On sent que Camilla, elle est bien plus naturelle. Elle prend le temps de boire un verre de vin, de rire, de plaisanter. Son temps avec chaque invité est beaucoup moins minuté. Par petites touches, la reine consort imprime son style. Ce soir-là, elle est venue avec sa sœur cadette Annabelle, sa confidente. Peu à peu, le clan Camilla s'impose à Buckingham. La reine est très proche de ses 2 enfants issus de son premier mariage. Tom Parker Bowles,
chroniqueur gastronomique, et Laura Lopez, qui travaille dans une galerie d'art. Ce sont sans doute d'une certaine manière des conseillers de l'ombre, ce sont aussi des gens qui la font rire, ils ont les mêmes passions. Tom est plutôt ce bon vivant, Laura adore les chevaux, comme sa mère. Autre mini-révolution de palais, la reine s'est séparée des dames de compagnie d'Élisabeth II pour recruter des amis proches. Elle a choisi des amis parce que c'est plus relaxant. Elles la font rire, elles la comprennent et savent quoi faire. Donc ce ne sont pas des servantes. Ces companions n'ont pas tout à fait le même rôle que les dames de compagnie. Elles ne sont pas employées à répondre à la correspondance de la reine, à faire le sale travail. Elles sont là plutôt pour voyager avec la reine, pour aller à des réceptions avec la reine. Ce sont vraiment des confidentes. Une reine dont la mission première est surtout de ne pas faire d'ombre au roi. Sa place est en retrait. Depuis l'accession au trône de Charles III, elle n'a commis aucun faux pas. Il n'y a pas de volonté de Camilla d'apparaître seule. C'est le couple qui apparaît. On voit la grande différence avec Diana qui apparaissait seule, qui captivait les images. Finalement, c'est la Queen Next Door, c'est un peu comme la Girl Next Door. C'est une reine qui ne cherche pas à être ultra médiatique, ultra charismatique, mais qui cherche à faire son job et qui cherche surtout à soutenir son mari. Ça peut paraître très peu féministe, mais ça fait aussi partie de la fonction. Car celle qui a fait trembler la monarchie a été élevée comme une parfaite ménagère. Ses parents n'envisageaient pas d'autre avenir pour elle que celui de mère et d'épouse. Et l'apprentissage commence tôt. Elle a 5 ans quand elle intègre Dumbrell School, un pensionnat aux règles très strictes, à quelques kilomètres de chez elle. À l'heure du déjeuner, les petites filles apprennent à se tenir à table, à faire la conversation avec leurs voisins, à devenir des dames du monde qui sourient tout le temps, qui ne se plaignent jamais, qui répondent déjà au fameux credo de la famille royale « Never explain, never complain », ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer. Dans les années 60, Camilla parfait sa formation au Queen's Gate, une école chic du centre de Londres. En plus des leçons traditionnelles, les jeunes filles apprennent surtout à choisir un bon parti. Mais à quoi pensent toutes ces jeunes filles de l'époque? C'est à s'amuser. On est dans les années 60, tout le monde rêve de faire ses débuts dans le monde, c'est-à-dire d'être présenté et de pouvoir enfin sortir. Et Camilla n'est pas la dernière à vouloir s'amuser. C'était une adolescente très active. Elle faisait tout le temps la fête, elle aimait boire, elle fumait sans arrêt. Un goût pour la fête qui va même un jour lui faire perdre le petit travail temporaire qu'elle occupe. Elle est allée dans une entreprise de design et dès la première semaine, elle a été invitée à une fête. Et il était très tard quand elle s'est couchée. Elle était donc très en retard quand elle est arrivée au travail et elle a été renvoyée immédiatement. Elle s'est excusée, elle a dit qu'elle ne recommencerait pas, mais le patron a pensé manifestement qu'elle n'était pas à la hauteur du poste. Camilla n'a aucune ambition d'avenir. Camilla a toujours eu dans l'idée de devenir une épouse. Elle plaît déjà beaucoup parce qu'elle a des très beaux yeux bleus, un regard malicieux, elle est gaie. C'est une femme avec du charme. Et malgré la différence de classe sociale, elle, que rien ne prédestinait à devenir reine, va charmer celui qui est alors l'héritier du trône. Comme toutes les grandes histoires d'amour, celle-ci comporte sa part de légende. Charles et Camilla se seraient rencontrés en 71 lors d'un match de polo. Les matchs de polo avec les hommes sur les chevaux et les femmes qui regardaient, c'était très années 60, c'était très traditionnel. Le prince Charles, le plus beau parti d'Angleterre, est alors âgé de 22 ans. Camilla Shand est une roturière de 23 ans. Camilla appartient de par son père à la toute haute bourgeoisie de la campagne. C'est certes pas une aristocrate, mais son père Bruce Shand est un héros de la guerre, sa mère est une fille de baron, donc on est quand même dans une société qui fraye avec la famille royale. Contrairement à ce qu'on pense en France, tout le monde a accès à la famille royale anglaise.
Il y a les grandes garden parties de Buckingham, mais on n'a pas besoin d'être titré et millionnaire pour devenir ami d'un membre de la famille royale anglaise. Au contraire, ils sont beaucoup plus ouverts qu'on ne l'imagine. Au bord du terrain, Camilla engage la discussion avec culot. Camilla aurait susurré à l'oreille du prince de Galles « Savez-vous que mon arrière-arrière-grand-mère était la maîtresse de votre arrière-arrière-grand-père ? Que dites-vous de cela ?» On aime raconter cette version de la rencontre de Charles et Camilla parce qu'elle représente le caractère de Camilla, drôle, piquante, un peu mutine. Et donc, elle dit tout de ce que sera leur histoire des années et des années plus tard. Entre eux, le coup de foudre est immédiat. Ils ont le même sens de l'humour. Ils rient beaucoup des mêmes choses. Ils aiment la vie en extérieur, à la campagne. Ils aiment les chevaux. Ils apprécient avoir une vie bien remplie. Et donc, ils ont tant en commun, ça a matché. Mais malgré cette attirance réciproque, Camilla ne rêve pas de destin royal. Elle dit même à Charles « Qu'est-ce que j'irai faire dans cet aquarium ?» Pour elle, la monarchie, les Windsor, ce n'est pas du tout un rêve, c'est au contraire une sorte de prison dorée et elle n'a pas envie d'être la prisonnière de cette institution. C'était un grand coup de foudre, mais c'est un amour impossible. Il y avait 3 raisons. 1, elle n'était pas de famille aristocratique. 2, elle n'était pas assez belle. Et 3, et beaucoup plus important, elle était plus vierge. Toute la famille royale dissuade alors le prince d'épouser Camilla. Queen Mum, notamment, qui est la grand-mère de Charles et la personne qu'il préférait au monde, n'aime pas particulièrement Camilla. Elle la trouve trop dévergondée, trop libérée. Elle lui trouve trop de caractère, trop de personnalité. Queen Mum rêve pour son petit-fils d'une femme docile, un peu timide, un peu réservée, qui ne prendra pas trop la lumière. Et dans l'esprit de Queen Mum, Camilla prend beaucoup trop la lumière. Après un an de relations passionnelles, leurs routes se séparent. Le jeune prince s'engage dans la Royal Navy pour une grande tournée de 8 mois dans les Caraïbes. Et c'est le 15 mars 1973, en lisant le Times, qu'il apprend qu'elle va en épouser un autre. Andrew Parker Bowles, c'est un membre de ce cercle d'amis de la campagne anglaise. C'était un proche de tout le monde, même de Charles. Andrew est très différent de Charles. Il était, comme vous pouvez l'imaginer, un militaire. Un beau militaire, vous savez, fort et masculin. Et c'est pourquoi il a eu tant de femmes et tout ce genre de choses. Alors que Charles aime lire, il aime le jardinage. Non pas qu'il n'ait pas eu d'autres femmes, mais il n'est pas le type numéro 1, comme Andrew l'a été. Et dans la mythologie, dans cette histoire qu'on se raconte, ce seraient les 2 familles, Shand et Parker Bowles, qui pour leur forcer la main de Camilla et Andrew Parker Bowles auraient fait paraître un faire-part de mariage. Finalement, le sort en est jeté. Camilla épouse Andrew Parker Bowles et à ce moment-là, c'est le mariage de la haute société, le mariage de l'année. Il y a même la princesse Anne qui vient, la reine-mère, et ce pauvre Charles comprend qu'il a raté le coche. De son côté, sous la pression du public et de sa famille, le prince Charles jette son dévolu sur Diana Spencer. Elle est âgée de 19 ans et elle coche toutes les cases. Quelque part, il a été poussé à épouser Diana. Elle était douce, très jeune et très innocente. Elle appartenait à l'aristocratie, connaissait le système de l'intérieur très bien. Présentée comme un conte de fées, la cérémonie, surnommée le mariage du siècle, est regardée par 750 millions de téléspectateurs à travers le monde. Diana Francis. À l'intérieur de la cathédrale, parmi les 3500 invités triés sur le volet, Camilla Parker Bowles assiste à l'union de Charles avec une autre. Diana ne voit qu'une seule personne, assise
au troisième rang, dans un tailleur gris avec une petite voilette, c'est Camilla. Elle ne voit qu'elle, elle ne voit que Camilla Parker Bowles. Surtout que quelques jours avant le mariage, Diana découvre dans le bureau de Charles un petit bracelet gravé aux initiales de G et F. Ce sont les initiales de Gladys et Fred, les petits surnoms que se donnaient Camilla et Charles pour n'être reconnus de personne. Et là, Diana comprend, en découvrant ce petit bracelet, que cette relation est plus forte que tout et que ce sera difficile de rivaliser avec Camilla. D'autant qu'elle ne reste pas dans l'ombre. Celle qui apparaît comme sa rivale va même coacher la jeune épouse, âgée de 14 ans de moins qu'elle. Il y a d'ailleurs cet épisode célèbre où Camilla donne rendez-vous à Diana dans un restaurant qui s'appelle Ménage à Trois. Et durant ce déjeuner, elle va lui donner quelques conseils pour satisfaire Charles dans tous les sens du terme. C'était vraiment une idée folle. Charles et Diana, une fois mariés, sont même allés rendre visite à Andrew et Camilla dans leur maison en Écosse. Ce que je trouve extraordinaire. Mais je ne suis pas sûre que cela ait fonctionné. Et je pense que Diana était plus intelligente que les gens ne l'imaginaient. Sur le papier, le mariage du prince et de la princesse de Galles est idyllique. Mais en privé, l'union tourne vite à la catastrophe, même s'ils tentent bien de sauver les apparences. Charles et Diana n'étaient pas faits pour vivre ensemble, c'est tout, ils étaient incompatibles. Il n'avait pas du tout confiance en lui. Et il espérait un mariage dans lequel il trouverait du soutien, une femme sur laquelle il pouvait s'appuyer, travailler de concert. Et ce n'est pas ce qu'il a trouvé avec Diana. Camilla correspondait bien mieux à son caractère. Elle s'intéressait à lui, contrairement à Diana. Charles n'est pas le seul à être malheureux. Le mariage de Camilla se fissure lui aussi. Camilla a été la victime d'un mariage où son mari la trompait de façon régulière. Donc elle était très seule dans cette union. Ils étaient tous des victimes. Camilla va évidemment en souffrir parce que toutes ses amies vont se retrouver dans le lit de son mari. La seule personne à qui Camilla se plaint, finalement, c'est Charles, parce qu'elle est sa confidente et parce qu'il est son confident. Ils s'appellent quasiment tous les jours, ils se voient dès qu'ils le peuvent. Après la naissance de William et Harry, la liaison entre Charles et Camilla reprend. Et Diana n'est pas dupe, elle soupçonne son mari d'adultère. Ken Wharf était le garde du corps de la princesse. Il se souvient d'une soirée mouvementée en 89. Charles était invité à l'anniversaire de la sœur de Camilla. Diana a décidé de l'accompagner au dernier moment. La tension à l'aller dans la voiture entre le prince et la princesse était intense. Ils étaient à couteau tiré. Nous sommes arrivés dans cette maison et tout le monde s'est liquéfié. Comme dans une pièce de théâtre où les acteurs et les actrices s'arrêteraient net, choqués que Diana vienne à cette fête. Le garde du corps reste dans la cuisine et au bout d'une heure, la princesse l'appelle. Son mari et Camilla ont disparu. Elle les cherche. Alors, je l'ai accompagné et très vite nous avons trouvé le prince et Camilla assis au sous-sol en train de discuter sur un petit canapé. Je ne savais pas comment Diana allait réagir, mais avec un courage et une confiance remarquables, elle est allée vers Camilla et lui a dit « Écoutez, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais ne me prenez pas pour une idiote. Je sais très bien ce qui se passe. » C'était le début de la fin. Dans cette guerre ouverte, les scandales se succèdent à un rythme effréné. Alors que Diana est adulée dans le monde entier,
Camilla devient très vite la femme la plus détestée d'Angleterre. L'épisode va faire couler énormément d'encre. En 1993, des conversations privées se retrouvent publiées dans les journaux. Cela s'appellera le Camilla Gate. Il s'agissait d'enregistrements terriblement intimes et embarrassants. D'une conversation entre Charles et Camilla, dans laquelle Charles disait vouloir passer ses mains partout sur le corps de Camilla, et même à l'intérieur d'elle. Donc William et Harry ont lu les fantasmes de leur père, voulant être un tampax à l'intérieur de sa petite amie. Si vous lisez ce qui était dit dans les journaux, c'était vulgaire, horrible, embarrassant. Mais si vous lisez l'intégralité du contenu, c'était plutôt une conversation touchante entre deux personnes très amoureuses. Le genre de conversation que n'importe quel couple pourra avoir dans l'intimité, mais qui vous ferait mourir de honte si elle venait être révélée. Charles et Diana se séparent en 1992. Mais la rancœur de la princesse de Galles est tenace. Méticuleusement, de confidences en sortie publique, elle entretient la mauvaise réputation de sa rivale. Diana se montrait déprimée et triste à la télé et on disait que c'était la faute de Camilla. Ce qui est terrible dans les années 90, c'est que vous avez d'un côté la victime, Diana, et le bourreau, Camilla. Diana, qui est déjà un symbole vivant, avec ce sex appeal incroyable, ce charisme qui est dans tout l'éclat de sa beauté. Et Camilla, qui est une femme, finalement, qui n'est pas très coquette, qui aime la vie au grand air, qui aime la chasse. Forcément, en termes de photos, quand vous voyez l'une ou l'autre, c'était pas la même chose. Et c'est facile pour les tabloïds, qui adorent parler de Diana parce que Diana fait vendre, de présenter le portrait d'une sorcière, le portrait d'une Camilla briseuse de ménage. Diana assène son coup le plus violent en 95, un an avant son divorce. Une interview vérité si sensible qu'aujourd'hui encore, il est interdit de la diffuser sous peine de poursuite. Ce jour-là, la princesse a fait monter une équipe de télévision dans ses appartements, dans le plus grand secret. Elle n'avait prévenu personne, pas même son secrétaire privé. Parce qu'il lui aurait certainement dit « Je ne pense pas que c'est une bonne idée, pensez aux conséquences à long terme ». Mais elle a décidé de faire l'interview. Elle désigne une nouvelle fois sa cible, Camilla. Nous étions 3 dans ce mariage. C'était un peu trop. Et Diana attaque aussi le prince. Elle va donner des éléments concrets et elle va faire une chose terrible. Elle va dire que Charles ne sera pas un bon roi et qu'il faut passer le tour et que c'est pas possible. Donc ça va faire un effet épouvantable. Elle se mêle à ce moment-là de politique et de diplomatie. En privé, elle surnomme Camilla le Rottweiler, tant pour railler son physique que pour durcir les traits de son caractère. L'opinion publique est convaincue. Camilla a été vue comme la mégère. Le pays la détestait. Il y avait une vraie détestation de cette femme. Personne ne savait rien d'elle, mais Diana l'avait pointée du doigt. Une détestation qui atteint son paroxysme à la mort de Lady Di à l'été 97. Camilla, c'était la femme responsable de la mort de Diana. Camilla, c'était un homme déguisé en femme. Camilla, c'était le diable. Les paparazzi planquent devant sa maison. Camilla est traquée, et pas seulement par les photographes. C'était un cauchemar, sa situation. Rappelez-vous, Camilla allant faire ses courses au supermarché, qui était poursuivie par des ménagères en caddie qui voulaient vraiment lui faire la peau. 1997 est une année horrible pour Camilla, qui ne peut pas sortir de chez elle, qui ne peut pas aller faire les boutiques sans être insultée, voire vraiment prise à partie, violemment. On lui jette parfois des pierres. Elle ne peut pas quitter son domicile. Sa vie est en danger. C'est la femme la plus détestée d'Angleterre.
Dans une rare interview accordée à un grand magazine féminin, Camilla revient sur cette sombre période. Ce n'est pas facile. J'ai été scrutée pendant si longtemps qu'il faut trouver un moyen d'apprendre à vivre avec. Personne n'aime être regardé tout le temps ni être critiqué. Mais je pense qu'en fin de compte, j'ai appris à passer outre et je continue d'avancer. Mais quelque part, la disparition de Diana va soulager Charles et ouvrir de nouvelles portes. Il est triste, il est chagriné, mais en même temps, il est libéré de ce poids qui est Diana. Et il sait que désormais, elle ne va pas faire parler d'elle dans la presse, dénigrer Charles dans la presse. Tout ça, c'est terminé. Donc ça ouvre la voie quelque part pour lui de devenir lui-même. Le prince Charles compte épouser coûte que coûte la femme de sa vie. Et il a une stratégie pour changer son image. Un plan qu'il va mettre en œuvre pour transformer Camilla en future reine. Pour réhabiliter son grand amour, le prince va engager un spin doctor, Marc Bolland. C'est l'homme clé de l'opération. Ce spécialiste des relations publiques est chargé de faire accepter Camilla aux médias. Marc était un personnage incroyable. Il était jeune, grand, énergique, charismatique. Lors de son entretien d'embauche, le prince lui a demandé « Est-ce que vous pensez pouvoir y arriver ?» Et Marc a répondu « Bien sûr que j'y arriverai. Ça m'amuse de faire ça. Et si vous ne vous amusez pas dans la vie, à quoi ça rime ?» Ce petit génie va utiliser son talent, organisation de voyages aux États-Unis de Camilla, quasi royaux, indiscrétion dans la presse contre les autres membres de la famille royale, qui étaient perçus comme obstacle à un remariage. On pense à la reine-mère, à la reine. Et cette réhabilitation passe aussi par un relooking. Elle va commencer à se maquiller, elle va changer de coiffeur et avoir une nouvelle coiffure. Elle va aussi s'habiller différemment. On la voyait souvent avec des vieilles vestes de chasse, des vieux tailleurs à carreaux. Là, elle va aller prendre conseil chez des couturiers qui habillaient Diana elle-même. Donc on sent que Camilla veut avoir une autre image auprès des Britanniques. En janvier 1999, Marc Bolland estime qu'il est temps de frapper fort. Il met en scène la première apparition publique de Charles et Camilla à l'occasion d'une réception dans un grand hôtel. Nous avons été prévenus quelques jours avant que ça allait se produire. Quand je dis nous, je veux dire que la plupart des médias étaient au courant. Ce soir-là, il y avait des millions de reporters et de photographes devant l'hôtel. Charles est sorti le premier, puis Camilla. Ils ont descendu les marches, peut-être pas côte à côte, mais ils étaient suffisamment proches pour faire la une de tous les journaux le lendemain matin. Donc ils avançaient doucement, mais sûrement. Le couple désormais officiel se prête de bonne grâce au jeu des photographes. Sur le papier, Camilla semble même acceptée par les princes William et Harry. La narration change. Camilla devient un nouveau produit. Ce n'est plus l'ex-maîtresse, mais c'est celle que le prince aurait dû épouser dès le départ et qu'on ne lui a pas laissé épouser par devoir d'État. Et il a droit à ce bonheur. Mais la reine paraît toujours opposée à cette union. Il y avait une fête à laquelle Charles avait invité sa mère et à laquelle Camilla allait participer. Et la reine lui a répondu qu'elle ne se rendrait pas à une soirée avec cette horrible bonne femme. Il a été complètement dévasté. Élisabeth II échafaude même un stratagème pour tenter de les séparer. Mais l'initiative aura des conclusions inattendues. La reine a envoyé son ancien secrétaire particulier à Clarence House pour qu'il devienne le secrétaire privé du prince de Galles. Sa mission express était de pousser Camilla hors du tableau. Mais quand il est arrivé à Clarence House, il a vu ce qui s'y passait réellement.
Camilla est en fait très bénéfique pour Charles, mais aussi pour le bon fonctionnement de la résidence. Elle mettait de l'huile dans les rouages et rendait le prince heureux. Il a alors compris que ce n'était pas une bonne idée d'essayer d'évincer Camilla. Pour se faire accepter, Camilla va appliquer la devise de la reine. Never complain, never explain. Ne jamais se plaindre ni se justifier. Elle fait profil bas en choisissant de s'engager pour des causes ingrates. Elle s'est emparée de causes qu'aucun autre membre de la famille royale n'aurait osé aborder. Elle ne s'est pas contentée d'aller dans des lieux chics, couper des rubans et de sourire. Elle s'est battue contre les violences conjugales et pour les femmes victimes de viol. La reine finit par accepter le principe d'un remariage. L'union sera célébrée à Windsor le 9 avril 2005. Je crois que Camilla était terrifiée. À vrai dire, elle a refusé de sortir du lit le matin de son mariage. Elle a dû être convaincue par sa sœur, entre autres. Elle ne savait pas comment elle serait reçue par le public. Elle craignait de recevoir des œufs pourris ou de se faire huer. Élisabeth II est présente aux côtés de son fils et de sa nouvelle épouse. La reine n'a pas participé à la cérémonie civile, mais elle était présente pour la bénédiction à l'église. Et elle a fait un charmant discours lors de la réception ensuite. Elle a comparé les deux époux à des chevaux courant le grand steeplechase, une épreuve équestre très difficile, et qu'ils ont vaincu tous les obstacles, ce qui était un compliment de la part de la reine. Donc elle soutenait sans aucun doute ce mariage. Cette issue heureuse à 56 ans pour le prince Charles, personne ne l'aurait imaginé. En de nombreuses occasions, le couple s'affiche souriant et très complice, enchaînant les fous rires, comme lors de ce spectacle inuit déconcertant. Mais l'opinion publique montre encore trop de signes de réticence. Pour calmer les esprits, Clarence House, la résidence du prince de Galles, publie un communiqué indiquant que lorsque Charles accédera au trône et deviendra roi, Camilla ne sera que princesse consort. La duchesse de Cornouailles, elle, poursuit son opération séduction, y compris à l'étranger. En 2013, Camilla fait son premier déplacement, seule, en France. Your first solo? My first solo. Really? My first solo. Probably my last. No. Et ce n'est pas un hasard si Camilla choisit Paris. Elle y a passé 6 mois lorsqu'elle était étudiante. Camilla espère bien gagner des points en faisant ce voyage. Au programme, déambulation dans un marché, visite du Louvre, mais aussi une étape dans un centre Emmaüs. Quand la duchesse de Cornouailles arrive, chacun fait sa petite photo, certains même une révérence. Je vous remercie pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé aujourd'hui. Nous retournerons en Angleterre, plein d'enthousiasme et plein d'idées, pour continuer la mission d'Emmaüs de l'autre côté de la Manche. Merci beaucoup. C'est un vrai enjeu pour Camilla de venir en France parce que les Français adoraient Diana. Et les Français restent encore plus attachés à Diana que les Anglais eux-mêmes. Diana, c'était la princesse des Français. Et notamment aussi parce qu'elle est morte à Paris. Donc Camilla, en venant à Paris en 2013, elle est aussi là pour faire oublier Diana. Elle, qui était pourchassée par les photographes, a désormais réussi à se les mettre dans la poche. Camilla s'est habilement donné aux médias ce qu'ils veulent. De toute la famille royale, c'est la plus coopérative. Elle nous donne vraiment tout. Comme elle fait plus d'efforts, on fait plus d'efforts. On lui fait une super publicité. Tous les correspondants royaux qui la suivent le disent. C'est quelqu'un qui va se souvenir du nom, du prénom, du photographe, même quand il est au fond de la salle. C'est quelqu'un qui va saluer les gens, même les petites mains. Ça, c'est très nouveau chez les Windsor. Et c'est ça son génie. C'est qu'elle a des bonnes relations avec la presse tout en disant rien.
La duchesse de Cornouailles est devenue un atout pour la monarchie. Élisabeth II l'a bien compris et va le mettre en scène. J'étais invitée à Buckingham Palace il y a 3 ans. La reine et Camilla étaient ensemble et elles n'ont pas arrêté de discuter. Elles riaient, s'écoutaient, étaient complices et j'ai réalisé que j'avais été invitée pour voir qu'elles étaient désormais de bonnes amies. Même l'époux de la reine, Philippe, qui n'a jamais approuvé le mariage de Charles et Camilla, finit par lui dérouler le tapis rouge. Le 22 juillet 2020, ils lui transmettent une charge honorifique qu'il détenait depuis 67 ans. Elle devient colonel en chef du régiment des rifles. Puis, 7 mois avant son décès, la reine officialise son rôle et adoube Camilla comme future reine consort. Quand ce moment viendra, Camilla sera connue sous le nom de reine consort et poursuivra ses loyaux services. Les Britanniques aussi ne s'y opposent plus. En septembre dernier, elle entre enfin à Buckingham avec un défi de taille. Faire survivre la monarchie dans une Angleterre en pleine crise sociale, avec une inflation à plus de 10%. À la fin de l'année 2022, le pays est complètement à l'arrêt. Et les anti-monarchies donnent de la voix. Je pense que la monarchie entache notre image et donne l'impression qu'on est bloqué dans le passé. Nous devrions apparaître comme une démocratie moderne, libre et juste. Aucun citoyen n'est au-dessus des lois. En novembre dernier, dans les rues de York, le couple reçoit même des œufs. Une scène inenvisageable avec Élisabeth II. Autre défi pour Camilla, elle doit aussi adoucir les faiblesses de son mari, réputé pour son caractère irascible. La scène cocasse a fait le tour du monde. Le roi est alors en déplacement en Irlande du Nord avec la reine consort, 5 jours après le décès d'Élisabeth II. Charles III s'apprête à signer un livre d'or, mais se trompe de date. Et devant les caméras, le roi s'irrite. Son stylo fuit. Camilla est particulièrement patiente, contrairement à Charles qui lui est particulièrement nerveux. Et donc Camilla est la seule à savoir calmer toutes les angoisses, toutes les névroses de Charles III. Et parmi les sujets d'angoisse figurent en bonne place les attaques de son fils Harry contre la famille royale. Camilla n'a pas été épargnée. Dans ses mémoires, Le suppléant, publié en janvier, le prince Harry a des mots très durs envers sa belle-mère. Depuis la disparition de maman, l'équation penchait fortement en faveur de papa. Il était libre désormais de voir l'autre femme, ouvertement, aussi souvent qu'il le désirait. Elle s'est lancée dans une opération de longue haleine, entrant en campagne pour accéder au statut d'épouse et, au bout du compte, à la couronne. Et dans un entretien télévisé, il va même lui reprocher d'avoir alimenté la presse contre lui. Elle était la méchante. Elle était la 3e personne dans le mariage. Elle devait réhabiliter son image. Les connexions qu'elle a forgées avec la presse britannique la rendent dangereuse. Charles et Camilla tentent de riposter en mettant en avant le couple modèle de Kate et William. Ils affichent l'image d'une parfaite famille recomposée et s'appuient sur le clan de Camilla, ses enfants et ses petits-enfants, aujourd'hui adolescents. Lors du couronnement, ils seront même chargés de tenir le dais, qui recouvre traditionnellement les épouses des monarques, un geste inédit. C'est un rôle qui, normalement, est attribué à des duchesses, à des dames de la cour. Et là, ce sont les 5 petits-enfants de Camilla qui vont avoir ce rôle. Et donc ça prouve que même si le clan Parker Bowles n'est pas au premier rang sur le balcon de Buckingham Palace, il est là, dans l'ombre, en soutien de la nouvelle reine. C'est un contraste saisissant avec cette famille Windsor qui est assimilable aux Borgias. Il est clair que l'image de succès de la famille de Camilla
aide Charles III à dissimuler les dysfonctionnements de sa propre famille. Lors de la cérémonie, Camilla sera coiffée de la couronne de Queen Mary, l'arrière-grand-mère du roi, que l'on voit ici lors du couronnement de George V en 1911. Et, ultime étape de sa réhabilitation, elle n'est plus seulement reine consort. Comme toutes les épouses de monarques avant elle, elle porte dorénavant le titre de reine.